Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Enfin presque, direction l'Assemblée nationale. Avec cette question que nous vous posons, le gouvernement Barnier est-il l'otage des partis? Vous pouvez voter sur Twitter, sur YouTube, prendre la parole au 0826 300 300. On en débat avec notre invité Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Je le disais, le gouvernement Barnier est-il l'otage des partis? Est-il l'otage de la gauche, qui a d'ailleurs complètement remanié le projet de budget à tel point qu'elle pourrait le voter ce soir, alors même que les macronistes pourraient voter contre? Est-il l'otage des Républicains, Philippe Bilger, quand Laurent Wauquiez vient à la télé pour dire ce qu'il a obtenu avant les ministres? Alors Laurent Wauquiez, de mon point de vue, n'est plus à une erreur près. Je trouve parfaitement indélicate cette attitude, même si je comprends bien pourquoi sur le plan politique il l'a adopté. Mais pour répondre à votre question, je trouve en effet que très paradoxalement la majorité, le socle commun qui en réalité s'effrite assez régulièrement, laisse la main aux partis, et notamment dans le camp de la majorité au sens large, à des gens qui ne sont pas persuadés non seulement de la réussite de Michel Barnier, mais qui ne sont pas loin de souhaiter obscurément sa défaite. Et il y a quelque chose de paradoxal dans l'attitude de Michel Barnier, c'est que dépassé en quelque sorte par l'administration parlementaire, il a décidé de la théoriser. J'entends combien de fois il a dit « mais je vais laisser faire l'Assemblée nationale ». C'est une attitude qui montre qu'il cherche à tirer profit d'une impuissance au moins relative de sa part, et à la question, je dirais oui. Pierre-Yves Martin. Moi, je pense qu'il n'a pas vraiment le choix que de générer et d'animer un contexte de consensualité. Avec des règles peut-être moins fermes et avec une ouverture peut-être plus prononcée. J'ai entendu également que il fallait soigner l'ego de Monsieur Wauquiez en lui permettant une tribune valorisante, démontrant qu'il gardait peut-être un petit pouvoir, une petite influence, notamment par rapport à son grand ami ministre de l'Intérieur, qui lui a visiblement réussi le casting du gouvernement. Je pense qu'il y a pas pour rebondir sur le sujet, Philippe, du Parlement, du rôle du Parlement, de ce qu'on peut en attendre. On est dans un régime hyper présidentiel, sauf que là, le président, il n'est pas hyper fort. Et je me dis que c'est peut-être intéressant de la part de Michel Barnier d'essayer de faire vivre un début de trajectoire politique, notamment avec des interactions parlementaires, même si tout le monde s'accorde à dire que finalement c'est un jeu de dupes, personne n'a réellement le pouvoir, et donc du coup tout le monde est obligé de manœuvrer sans savoir exactement où l'on va. Bruno Pomar. Ouais, personne ne dispose de la majorité, quoi. Il y a 3 blocs, gauche, droite et puis le bloc central, là, on ne sait plus où on en est. Après, il y a la lutte des égos. Quand c'est pas Bayrou, on l'entend plus en ce moment, Bayrou, il va pas tarder à revenir, on lui a donné un peu à manger encore. Wauquiez, on ne sait pas ce qu'il fait depuis des années. Il est à sa région, là-bas. À un moment donné, on s'est dit, il va devenir Premier ministre. Après, enfin bref, on ne sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il veut, en fait. C'est le patron du parti Les Républicains. Mais maintenant, on sait où il est. Oui, mais il a navigué pendant un moment sans savoir où il allait. Et je crois que Barnier, il est au milieu de cette espèce de naufrage qu'on est en train, dans lequel il essaie de s'en sortir. Alors, c'est vrai que l'arrivée de Retailleau a quand même donné du boost à ce gouvernement, parce que Retailleau a cette politique très à droite, il faut le dire, qui plaît bien au Rassemblement national. D'ailleurs, Bardella, je ne sais pas si vous avez entendu, Bardella est assez content de voir que Retailleau est prêt à prendre des décisions très fortes, entre autres sur les problématiques d'immigration en particulier. Donc ça, c'est une chance en même temps, peut-être pour Barnier, de s'approprier peut-être un peu les forces du Rassemblement national pour des votes bien particuliers, sur des dossiers bien particuliers. Nicolas Corato, notre invité. Imaginons que ce soir, le budget soit voté par la gauche et rejeté par la majorité présidentielle. Vous boiriez du petit lait? Non, parce que moi je souhaite du bien à mon pays et j'ai envie que la France se dote d'un budget. Donc je suis comme tous les citoyens qui attendent des décisions depuis trop longtemps maintenant. Je rappelle que ce budget, il a quasiment 1 mois et demi de retard sur ce qui était prévu en termes de calendrier, et que c'est une première inédite dans l'histoire de la Ve République.
vous parliez d'un Premier ministre en otage. Vous savez, j'aime pas trop. Et puis, on a un ancien du RAID sur le plateau, donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on choisit, mon cher Jean-Marie. Je dirais que, pour reprendre l'expression de Madame Le Pen, il est sous surveillance. Vous vous souvenez, c'est ce qu'elle a annoncé le soir même de la nomination de Monsieur Barnier. Ce gouvernement, il est sous surveillance, et il est sous multiples surveillances. Il est sous multiples surveillances de ses ennemis, mais aussi de ses amis. Et je pense que M. Wauquiez a voulu rappeler gentiment, mais fermement, la forme de surveillance qu'il entendait mener par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de ce gouvernement, peut-être aussi un peu gêné par la surface médiatique du ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui tend à éclipser un tout petit peu le leadership que M. Wauquiez aimerait exercer sur sa propre famille politique. Une famille politique qui ressemble à une cabine téléphonique. Il y a les Républicains aujourd'hui, on le rappelle, depuis le départ de M. Ciotti, c'est devenu un club et non plus un parti politique. Mais bizarrement, dans le jeu des institutions, ce parti politique a réussi à rafler Matignon. Donc, cette situation qui n'a ni queue ni tête, comme vous l'a rappelé un de vos participants, un de vos intervenants, génère institutionnellement ce genre de paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un patron d'un parti illégitime, je parle de M. Wauquiez, au sein de son propre parti, qui vient annoncer des arbitrages. Et là où je trouve qu'on frise de ridicule, c'est que cet arbitrage sur l'indexation des retraites n'est pas aussi formidable que ça, y compris pour les retraités, puisqu'on comprend qu'ils n'auront qu'une indexation que la moitié d'une moitié de l'année. Je ne vois absolument pas l'intérêt de M. Wauquiez d'aller sur ce terrain-là, à part à prouver qu'effectivement, il soutient, comme la corde le pendu, un gouvernement ultra minoritaire. Et dans toute cette situation, ça se passe en ce moment même, et ça vient de nous parvenir, l'Assemblée nationale rejette donc le volet recettes de ce projet de budget, ce qui signifie que la prochaine étape, ce sera le texte dans la version initiale du gouvernement, donc moins les hausses d'impôts décidées par notamment la gauche, qui ira au Sénat avec une majorité de droite. Voilà la prochaine étape. Donc en gros, on va se retrouver à nouveau avec un budget plus à droite que celui qu'on avait ce soir, Philippe Bilger. Voilà, c'est pas moi qui m'en plaindrai, mais si vous le permettez, Jean-Marie, j'aimerais demander à Nicolas Corato, à votre avis, Nicolas, Michel Barnier, en tant que Premier ministre, aurait-il eu la possibilité d'une autre politique à l'égard de ses partis à l'Assemblée nationale? Est-ce que, en affirmant avec plus de clarté et plus de résolution son rôle de Premier ministre, est-ce qu'il n'aurait pas pu comment dirais-je, éviter que son autorité soit discutée en permanence par des factions et des coteries? Vous savez, Philippe, c'est vous l'homme de lettres, mais je crois qu'il y a un dicton qui dit qu'on ne sort jamais de l'ambiguïté sauf à son détriment. Alors c'est Mitterrand ou c'est le cardinal de Retz? Voilà, l'un ou l'autre, mais ce sont deux personnages assez proches finalement, l'un et l'autre. Et je pense que effectivement, M. Barnier n'a pas du tout intérêt à sortir de l'ambiguïté, voire même à continuer à ménager cette forme de confusion, de brouillard sur ses intentions, notamment sur l'orientation macroéconomique de son gouvernement. Personne ne sait exactement où est la boussole. Ce budget tangue méchamment. Mais je pense que Michel Barnier agit ici en politique et pas en homme d'État. Et je sais pas un reproche dans ma bouche. Je veux dire, il est obligé de ménager les uns et les autres, quitte à obtenir un budget qui sera paradoxal. Et c'est bien ce que nous allons payer collectivement, quelles que soient les orientations politiques retenues. Je dis à droite comme à gauche, nous allons payer, nous citoyens, un budget qui n'aura pas d'effet positif sur l'économie et dont nous pouvons espérer qu'il ait le moins d'effets négatifs sur les jours et les mois qui viennent, que ce soit pour les entreprises ou pour les contribuables. 0826 300 300, on retourne quelque part entre Toulouse et le Gers. Retrouvez Frédéric qui est avec nous. Mon cher Frédéric, vous voyez le volet recettes du budget qui a été rejeté largement par les députés, qui ne sont donc pas d'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire le peu d'amour de la France qu'ont tous ces gens-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de volonté de droite, de gauche, du centre de vouloir sortir la France de l'ornière. Il n'y a pas de consensus, il n'y en aura pas malheureusement. Et Barnier
Michel Barnier, pardon, malheureusement, il a la taille d'un énorme fusible, quoi. Et quand on sera vraiment au fond du trou, il sera trop tard. C'est-à-dire que l'État est déjà très faible. On a préféré donner de l'argent plutôt que de laisser de la force à l'État. Et on en paye les conséquences tous les jours, en sécurité, en éducation, en santé. Tout ce qui était important, toutes les tâches régaliennes ont été passées à la moulinette pour le plaisir de quelques agences d'État qui font doublon avec les ministères et les administrations centrales. Ça coûte un argent fou. Et on dirait que personne ne veut sortir de ce parce que tout le monde prend un petit biston au passage, un petit salaire. Il y a tellement eu de gens qui sont sortis des grandes écoles qui sont par ailleurs formidables, comme Polytechnique, qui n'avaient pas de job. Et on a créé ces agences d'État pour faire plaisir à tous ces gens qui sont certes brillants, mais qui sont malheureusement trop nombreux. En tout cas, on paye aussi à court terme et immédiatement l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Ce que dit monsieur est très juste. Quand on voit dans les administrations centrales le nombre de hauts fonctionnaires que vous avez, vous allez me dire c'est un détail sur un budget de l'État, hein, mais c'est une cata. On n'imagine même pas la gabegie d'argent qu'il y a, et on le voit d'ailleurs dans les collectivités. Moi, je suis maire d'un petit village. Les collectivités, les doublons, tout ce qu'on a fait avec les communautés de communes, les départements, les régions, sur décision des maires d'ailleurs et des élus locaux. Oui, mais ça c'est pour nourrir tout le monde. Ouais. C'est une gabegie et personne n'ose revenir en arrière. Ça fait peur à tout le monde. Mais on n'a pas d'assemblée nationale à ce stade qui permette de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Mais non, mais parce qu'ils sont tous dans la même démarche. C'est du clientélisme, j'appelle ça. Et ce que disait le monsieur tout à fait avant, il avait tout à fait raison. C'est qu'on balance du pognon dans tous les sens, et on le met pas où il faut. Quand on parle sécurité, on a voté 15 milliards, la LOPMI, la fameuse loi d'orientation du ministère intérieur de Darmanin, 15 milliards sur 53 milliards par an. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Les 413 milliards de l'armée, pareil, tout ça. Enfin, c'est waouh. Ça fait peur. Hein. Waouh. Pour moi, l'urgence, c'est d'avoir un budget, de voter un budget. Quel qu'il soit. Quelque part, quel qu'il soit. Parce que, attendez. Parce qu'en fait, là, on est dans une grave crise. Donc, en fait, il y a deux possibilités. C'est soit on continue de s'enfoncer, soit on sort déjà un budget, et après, on corrigera. Mais d'espérer ou d'attendre qu'aujourd'hui, en novembre 2024, on repense en 15 jours la politique française, me semble être peu réaliste. Et pour cela, il faudrait... que nous, citoyens, soyons dotés d'une meilleure mémoire politique, parce qu'on a tendance à réagir sur le moment et après très vite à abandonner et après à retourner aux urnes sans bien réfléchir à ce qui nous est proposé. Donc on a aussi une vraie responsabilité. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour bâtir des fondements un peu différents, un peu nouveaux sur comment on gère un budget, comment on gère un pays, comment on construit un gouvernement, comment on nomme des ministres, etc. Et comment on essaye d'avoir une approche beaucoup plus économique, et j'oublie pas la justice sociale, mais beaucoup plus économique dans la façon de gérer un pays. Ça prend du temps, mais il faut que toutes les parties prenantes, toutes les forces du pays soient d'accord avec ça. Et pour l'instant, elles ne semblent pas être toutes matures pour avancer là-dessus. Bon, on n'a pas de budget à ce stade. Nicolas Corato, ça va être quoi les prochaines étapes concrètement ? Les prochaines étapes, c'est effectivement cet aller-retour au Sénat, et puis et ensuite rebelote. Comme beaucoup le suggèrent peut-être, tout ça pour finir par un 49.3 sur un projet de budget, dont tous les observateurs, quelle que soit leur orientation politique, disent qu'il ne réglera pas, qu'il n'est pas suffisant pour régler l'état catastrophique des dépenses et du budget de l'État. Des réformes de fond. Peut-être qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, parce que je comprends que vous incriminiez les parlementaires, ils sont toujours là, et ils font le job pour être responsables. Mais maintenant qu'on a le film à l'envers, quand même, celui qui savait que la crise budgétaire était devant nous, voire même qu'elle était présente, qui a pris la décision de rajouter à la crise budgétaire une crise institutionnelle, avec le risque qui s'est avéré réalisé, que les institutions ne soient pas capables et ne soient pas en état de répondre à la crise budgétaire, c'est une responsabilité au carré qui finit quand même de nous interroger sur la capacité d'homme d'État de celui qui a pris cette décision. Parce qu'aujourd'hui, si nos institutions ne soient pas en état de régler la crise budgétaire, c'est qu'on les a mises en état de ne pas être en état. Pardon d'être un peu
Vous ferez mieux comme formulation, Philippe, mais vous avez compris. Non, mais Le on on à comprend qui vous rien. faites allusion, c'est Emmanuel Macron. Philippe Bilger. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec Nicolas sur la responsabilité initiale et suprême de cette catastrophe. On l'oublie, peut-être. Les autres doivent se débrouiller avec un désastre qui a été créé Alors, par un président. Cela étant dit, sans défendre qui que ce soit, il n'y avait pas plus de majorité avant la dissolution qu'il y en avait après, à peine plus, et le budget serait tombé de toute façon. Et à l'époque, en plus, les Républicains refusaient tout compromis, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais les Républicains ont mis du temps pour comprendre certaines choses. Mais tout de même, avant, mon cher Jean-Marie, on n'avait pas de majorité, enfin, absolue, mais on avait moins d'agitation Non, ça, politique. c'est clair, c'était nettement plus calme. Bon, prochaine étape, on verra ça avec vous, hein, Bruno Pomar. Pour mieux gouverner, il faut une bonne proportionnelle. Hein. C'est ce que veut le RN. Hein. Comme ça, on aura peut-être une vraie majorité, non, Philippe? Vous aurez, il y a moins de chances La d'avoir une proportionnelle, majorité. c'est ce que veut le RN d'ailleurs. Oui, hein, c'est- pardon, bien mais sûr. il y a moins de chances d'avoir une majorité à la proportionnelle que dans un système à deux tours. Hein. Ah, je sais pas. Vous avez nettement moins de chances, en tout cas. C'est pour ça que François Mitterrand l'avait choisi Les d'ailleurs en partis seront 1986. mieux représentés, en tout cas. Ouais. Nicolas Corato, merci à vous. Merci. On bonne vous retrouve soirée. une prochaine fois sur Sud Radio et pourquoi pas un prochain dimanche dans le Grand Matin Week-end. Je rappelle que vous êtes le président du think tank Place de la République. Je le rappelle, les députés ont rejeté largement le volet recettes du budget qui était présenté à l'Assemblée nationale ce soir. Restez avec nous, on va se détendre un petit peu. On va pas rejeter l'idée de jouer, hein, surtout pas Philippe Ah non, Bilger. surtout pas. Bon, ça tombe bien, on va jouer avec vous. Il nous reste Frédéric. plus que ça, alors. Frédéric, restez avec nous 0826 300 300. On vous retrouve dans quelques instants avec Bruno Pomar, Pierre-Yves Martin et Philippe Bilger. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai.